Alors, la Terre, plate ou ronde? C'est une question qui enflamme Internet, un débat qui semble ne jamais finir. Pour y voir plus clair, on va mettre de côté les opinions, d'accord? On va juste s'armer de logique, de science et de quelques observations que tout le monde peut faire. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Imaginez la scène. On est calé dans son siège d'avion, on regarde la petite carte sur l'écran juste en face, et là, un truc cloche. La ligne qui représente notre vol, elle est toute courbée. On se dit, attends, une ligne droite, c'est quand même le plus court, non? Alors pourquoi l'avion ferait un détour? Ça n'a pas de sens, ça gaspille du carburant. Eh bien, la réponse à cette petite énigme est assez surprenante et elle va nous mettre sur la bonne voie. Et voilà la clé du mystère. Cette courbe, c'est en fait une ligne droite. C'est le chemin le plus court. Ça paraît bizarre, mais c'est parce qu'on a l'habitude de voir le monde sur des cartes plates. Si on prend un globe, un vrai, et qu'on tend un fil entre deux villes, on voit bien que le chemin le plus direct est une courbe. Ça a un nom scientifique, une géodésique. Et oui, les compagnies aériennes, elles le savent très bien. Elles suivent ces courbes pour économiser du carburant et du temps, tout simplement parce que la Terre est ronde. Bon, avant d'aller plus loin, pour que le débat soit équilibré, il faut comprendre l'autre point de vue. Jetons un œil au modèle alternatif, le monde imaginé comme un disque. Alors là, on voit bien à quel point les deux visions sont aux antipodes. D'un côté, une sphère avec des pôles nord et sud, de l'autre, un disque plat avec le pôle nord pile au milieu. L'Antarctique, ce n'est plus un continent gelé au sud, mais une sorte de gigantesque mur de glace qui fait tout le tour pour retenir les océans. Le Soleil, ce n'est plus notre étoile lointaine, mais un petit projecteur qui se balade au-dessus du disque. Et la gravité, cette force qui nous colle au sol, oubliée, remplacée par l'idée que le disque de la Terre accélère constamment vers le haut. C'est vraiment une réécriture complète de la réalité telle qu'on la connaît. Ok, maintenant parlons de ce qu'on peut voir de nos propres yeux. L'horizon, le niveau de l'eau, ce sont souvent les arguments numéro 1 dans cette discussion. L'argument est simple, et il faut avouer qu'il a une certaine logique de prime abord. On se met au bord de la mer, on regarde au loin, et l'horizon a l'air parfaitement plat, non? Et puis, on a tous appris que l'eau, ça cherche toujours son niveau, ça s'aplatit. Alors, comment des océans immenses pourraient-ils être courbés sur une boule? Ça semble aller contre le bon sens. Mais justement, il y a une observation, une expérience toute simple que les marins connaissent depuis des milliers d'années. Regardez un grand bateau qui s'éloigne vers le large. S'il s'éloignait sur une surface plate, il deviendrait juste de plus en plus petit, un petit point avant de disparaître. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. D'abord, on voit la coque, la base du bateau, qui semble s'enfoncer, comme si elle passait derrière une colline d'eau. Puis c'est le pont qui disparaît. Et à la toute fin, on ne voit plus que le sommet du mât avant qu'il ne s'efface à son tour. Et ça, cet effet de naufrage progressif, il n'y a qu'une seule explication possible. Une seule. Le bateau ne s'enfonce pas. Il suit simplement la courbure de la Terre. Et cette idée de courbure n'est pas juste une illusion d'optique sur la plage. Elle a été prouvée, mais alors de manière spectaculaire, à l'échelle du monde entier. On parle bien sûr de l'expédition de Magellan au début du XVIe siècle. L'idée était folle pour l'époque. Partir d'Espagne, naviguer toujours vers l'ouest et voir où ça mène. Le voyage a été un enfer, Magellan lui-même y a laissé la vie, mais 3 ans plus tard, un seul bateau sur les 5 avec une poignée de survivants est revenu en Espagne par l'est. Ils avaient fait le tour, la preuve ultime. D'accord, on a parlé de ce qu'on peut voir au loin. Mais qu'en est-il des choses qui rythment nos vies tous les jours, comme les saisons ou la simple force qui nous empêche de nous envoler? Voyons comment les deux modèles s'en sortent pour expliquer ça. Les saisons, par exemple. Dans le modèle plat, le Soleil tournerait en rond au-dessus du disque. En été, son cercle serait plus petit et plus centré, et en hiver, plus large. Ok, mais ça pose un énorme problème. Comment expliquer que quand c'est l'été à Paris, c'est l'hiver à Sydney? Ça ne colle pas. Le modèle du globe, lui, a une explication hyper simple et qui marche à tous les coups. La Terre est inclinée sur son axe. Quand l'hémisphère nord penche vers le Soleil, on reçoit les rayons plus directement. C'est l'été. Pendant ce temps, l'hémisphère sud est incliné dans l'autre sens et c'est l'hiver. Et vice-versa 6 mois plus tard. Ça explique parfaitement les saisons opposées. Passons à la gravité. C'est un gros morceau. L'explication alternative, c'est que la gravité en fait n'existe pas. C'est une invention. À la place, le disque de la Terre serait comme un immense ascenseur qui accélère constamment vers le haut à 9,8 mètres par seconde carrée. C'est cette poussée qui nous plaquerait au sol et qui ferait tomber les objets. L'idée est créative, mais elle se heurte à un mur qui s'appelle la physique. Si on accélère constamment, même un petit peu, notre vitesse augmente sans jamais s'arrêter. Et si on fait le calcul, avec cette accélération de 9,8 mètres par seconde carrée, en à peine 1 an, notre planète disque dépasserait la vitesse de la lumière. C'est tout simplement impossible. C'est la limite de vitesse absolue de l'univers. Et de l'autre côté, on a la bonne vieille théorie de la gravité de Newton. Et c'est là qu'on voit la beauté d'une grande théorie scientifique. Avec une seule et même loi, on explique tout.
Pourquoi une pomme tombe d'un arbre? Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre sans jamais s'écraser ni s'échapper? Pourquoi il y a des marées? Et même pourquoi les planètes et les étoiles sont sphériques? Une seule clé pour des centaines de serrures. C'est simple, c'est élégant et ça marche. Alors si les preuves physiques et les observations semblent si claires, la question est pourquoi cette idée de Terre plate persiste-t-elle? Là, on quitte un peu la physique pour aborder un autre aspect, l'idée d'une gigantesque conspiration. Essayons juste d'imaginer l'échelle d'un tel secret. Qui devrait être dans la confidence? Bon, évidemment, toutes les agences spatiales, la NASA, l'ESA, les Russes, les Chinois, tous. Ensuite, des millions de scientifiques et d'ingénieurs qui travaillent depuis des décennies. Mais aussi tous les pilotes de ligne et les navigateurs du monde entier. Les gens qui fabriquent et opèrent les satellites GPS qu'on utilise tous les jours, les météorologues qui analysent les images satellites, les entreprises qui retransmettent des événements en direct d'un bout à l'autre de la planète, les cartographes, les géographes, la liste est vertigineuse. Et là, deux questions se posent, des questions de pure logique. Premièrement, est-il humainement possible de garder un secret qui impliquerait des millions de personnes, de cultures différentes, de pays parfois ennemis, sans qu'il y ait la moindre fuite crédible en plus de 60 ans? Et la deuxième question, peut-être la plus importante, pourquoi? Quel serait le but? Quel avantage y aurait-il à cacher à tout le monde la vraie forme de la Terre? En fait, au-delà de la simple forme de la Terre, ce débat nous amène à une question bien plus profonde. C'est une question sur notre rapport à la connaissance. Comment savoir si quelque chose est vrai? C'est ça le cœur du sujet. La preuve, plutôt que la simple croyance. La vérité n'a pas besoin de croyance, elle a besoin de preuves. C'est une phrase très forte. Elle résume toute la philosophie de la science. L'idée n'est pas de dire « je crois que c'est comme ça ». L'idée est de dire « voici une hypothèse, comment peut-on la tester? Est-ce qu'elle tient la route face aux faits ?» Et c'est ça la beauté de la méthode scientifique. Ce n'est pas une secte ou un livre de dogmes. C'est juste une boîte à outils, une méthode à la portée de tous. Elle nous apprend à poser les bonnes questions, à observer attentivement, à tester nos propres idées et surtout à avoir le courage de suivre les preuves, peu importe où elles nous mènent, même si ça va à l'encontre de ce qu'on pensait au départ. Donc pour conclure, la vraie question n'est pas de choisir un camp ou de savoir qui croire. La vraie question c'est que disent les preuves? Des courbes des avions de ligne à la disparition des bateaux à l'horizon en passant par les saisons et les lois de la physique, la question finale qu'on devrait tous se poser n'est pas qui a raison, mais plutôt comment puis-je vérifier? Et souvent, comme on l'a vu, une partie de la réponse nous attend tranquillement juste là, au-delà de l'horizon.